Pourquoi un droit international de l'environnement? La coopération internationale me paraît indispensable pour juguler toute une série de risques écologiques. Prenons le cas du mercure, substance bioaccumulable que l'on va rencontrer dans toute la chaîne trophique jusqu'à l'ours polaire, alors que cette substance est principalement émise par des industries polluantes en Amérique du Nord et en Europe. Autre exemple, l'accord de Paris, conclu par la plupart des États, à l'exception de la Corée du Nord et des États-Unis. Aux problèmes globaux, nous devons dégager des solutions multilatérales. Quelles sont les sources du droit international de l'environnement? D'une introduction d'un cours de droit international public, cependant, je rappellerai qu'en vertu de l'article 38, paragraphe 1er du statut de la Cour internationale de justice, on retrouve 4 sources formelles. La première étant l'accord international, source de droit spécial, suivi de la coutume, source de droit général, suivi des principes généraux, à nouveau source de droit général, et enfin un titre subsidiaire, les décisions de justice et la doctrine. À cela, il convient d'ajouter le droit mou, qui comporte une foultitude de déclarations, de recommandations. Vous citez donc 4 sources formelles et une source informelle, le soft law. Quelle est la source principale en droit international de l'environnement? Le droit conventionnel constitue le fer de lance du droit international de l'environnement. En effet, ce sont des centaines de conventions qui ont été adoptées à un niveau global, voire régional, pour aborder la protection, la conservation, la restauration de différents pans des écosystèmes, comme les mers régionales, les cours d'eau internationaux, ou la restauration d'habitats dégradés. Quelle est la force contraignante des obligations conventionnelles? Les dispositions des conventions en question peuvent avoir une force contraignante, voire impérative, extrêmement variable. Et cette force contraignante doit être abordée à la lumière des règles d'interprétation coutumières. Je prendrai 2 exemples, 2 extrêmes, à savoir l'article 9 de la Convention sur la biodiversité qui impose aux parties de conserver des éléments de la biodiversité ex situ, c'est-à-dire en dehors des réserves naturelles, selon les mesures qu'il conviendra de déterminer. Cette portée normative me paraît extrêmement floue. En revanche, l'article 6, paragraphe 3 du protocole d'Athènes à la Convention sur la protection de la mer Méditerranée impose aux parties, riveraines de la mer en question, de soumettre à une autorisation administrative expresse les rejets de polluants d'origine tellurique. En raison de son caractère précis et inconditionnel, cette disposition dispose d'un effet direct, c'est-à-dire qu'elle peut être directement invoquée par les justiciables devant les juridictions nationales. Qu'est-ce qui caractérise l'approche conventionnelle du droit international de l'environnement par rapport à d'autres conventions de droit international? Je dirais par rapport aux conventions fiscales, aux accords de commerce, aux accords d'investissement, les accords de protection de l'environnement présentent différentes spécificités. J'en nommerai 3. Primo, le législateur international adopte principalement des conventions cadres pour lesquelles on dégage plus facilement un consensus. Par la suite, ces conventions cadres sont complétées par l'adoption d'une série de protocoles. Seconde caractéristique, les accords voient leur champ d'application défini à la lumière de toute une série de listes positives et négatives qui sont des listes extrêmement techniques, comprises uniquement par le chimiste ou par le biologiste. Enfin, les procédures d'amendement sont simplifiées en vue d'adapter les obligations contenues dans ces accords aux évolutions techniques, scientifiques et technologiques. La coutume occupe une place de choix en droit international public. Pouvez-vous me citer une obligation coutumière concernant la protection de l'environnement? Bien entendu, le droit de l'environnement regorge de conventions, d'accords, de protocoles. Il y a néanmoins peu de règles coutumières. J'en citerai une récente, à savoir l'obligation de réaliser une étude d'impact lorsqu'une activité industrielle cause des dommages transfrontaliers de nature significative. Et cette obligation a été consacrée récemment par la Cour internationale de justice dans l'affaire des usines à pâte à papier le long de la rivière Uruguay. Quels sont les avantages et les inconvénients de la coutume par rapport au traité? Un inconvénient, la coutume a une portée plus obscure, moins certaine que des règles conventionnelles précises et claires. Un atout,
La coutume va s'imposer à des États qui n'ont pas nécessairement souscrit, conclu des accords internationaux consacrant une telle obligation. Prenons l'exemple du principe de précaution. Les États-Unis rechignent à conclure des accords internationaux consacrant ce principe, au contraire des Européens qui n'y voient aucune difficulté. Si une juridiction internationale consacre ce principe en tant que norme coutumière, ce dernier va s'imposer aux États-Unis, quand bien même les États-Unis n'auraient pas conclu les accords consacrant expressément ce principe. Alors Nicolas de Sadeleur, nombreux de vos travaux universitaires sont consacrés au principe du droit de l'environnement. Pouvez-vous m'en citer certains et m'en préciser leur statut ? Qu'il soit proclamé dans des conventions internationales, qu'il soit énoncé dans des jugements rendus par des juridictions internationales, qu'on les retrouve dans des déclarations d'intention, les principes abondent en droit international. On retrouve notamment le principe de responsabilité commune mais différenciée, celui de la précaution, de la prévention, tout comme celui du principe du pollueur-payeur. Bien entendu, leur statut est controversé. D'aucuns prétendent qu'ils ne sont que des slogans politiques dépourvus de portée normative. D'autres, notamment les juristes européens, arguent qu'ils sont ancrés dans des règles internationales contraignantes et par conséquent, ils disposent d'une portée contraignante. Pourquoi recourir à des principes pour un droit qui fait appel à des normes aussi techniques ? La consécration du principe, que ce soit dans un texte conventionnel ou par le juge lui-même, permet à ce dernier d'interpréter la norme controversée à la lumière de la ratio legis de la Convention, dans un sens qui est souvent plus favorable à la protection environnementale. Qu'en est-il des décisions judiciaires ? Alors, les décisions judiciaires constituent une source subsidiaire du droit international. On a vu récemment la Cour internationale de justice, le Tribunal international du droit de la mer, la Cour européenne et interaméricaine des droits de l'homme, ainsi qu'une série de juridictions arbitrales trancher des contentieux environnementaux. En tranchant ces différends, ces juridictions énoncent des règles coutumières, se prononcent sur la portée de principes, précisent la portée d'obligations conventionnelles. Quelle place occupe la doctrine en droit international de l'environnement ? Et on a vu à quel point les sources étaient enchevêtrées, alambiquées. La doctrine joue un rôle important dans la systématisation des sources à des fins pédagogiques. Néanmoins, il faut placer l'église au milieu du village. La doctrine n'est qu'une source subsidiaire. Tantôt, vous avez évoqué une source informelle, le soft law. Pouvez-vous m'en préciser les caractéristiques en droit de l'environnement ? Il faut garder à l'esprit qu'il est difficile de dégager un consensus entre des États qui défendent des intérêts souvent divergents pour des raisons économiques ou des raisons sociales. Et dès lors, les États renâclent à adopter des textes de portée contraignante. Ils préfèrent s'engager sur une voie moins normative, à savoir par des déclarations d'intention, des programmes d'action, des recommandations, suivre un chemin spécifique. Et donc ce soft law remplit une fonction supplétive, mais il va s'insinuer dans les interstices du droit conventionnel, il va compléter ce dernier. Et progressivement, le soft law peut également contribuer à l'émergence de règles coutumières. Qu'apporte l'émergence du soft law ? Le soft law va contribuer au caractère dynamique du droit international de l'environnement.